Le jour où Mara Keene a déboursé 50 $ pour le taureau le plus maigre. À la fin de la vente aux enchères, toute la salle a éclaté de rire. Sterling Whitmore, l'homme qui possédait dans le comté plus de terres que la plupart des gens n'en verraient jamais de toute leur vie, lui a dit qu'elle aurait mieux fait de dépenser cet argent en foin plutôt que de ramener chez elle quelque chose dont personne d'autre ne s'était donné la peine de vouloir. Mara ne contesta pas. Elle s'approcha de l'enclos, examina les pattes de l'animal, droite, solide, sans le moindre tressaillement, observa la profondeur de son poitrail, admira le calme et la fermeté de son regard, puis elle retourna vers le commissaire-priseur et leva son numéro. Un an plus tard, en pleine période de sécheresse la plus grave que la région ait connue depuis plus d'une décennie, les taureaux coûteux des grands élevages commencèrent à échouer à leurs tests de reproduction. Les veaux qui auraient dû naître ne naissaient pas. Les chances s'amenuisaient. Et le premier homme à emprunter le chemin de terre menant au ranch de 46 acres de Mara Keene et à frapper à sa porte n'était pas un voisin venu prendre des nouvelles. C'était Sterling Whitmore, en personne, chapeau à la main, venant lui demander d'emprunter le taureau à 50 $ dont il s'était moqué. Si vous aimez les histoires où des personnes sous-estimées renversent la situation face à tous ceux qui les avaient écartés, abonnez-vous et revenez chaque jour pour en découvrir davantage. Le matin de la vente aux enchères, Mara n'avait aucune intention d'acheter un taureau. Elle s'était rendue en voiture au marché aux bestiaux du comté de Callaway, avec 2 choses sur sa liste, quelques balles de foin bon marché et un abreuvoir d'occasion qu'elle avait repéré dans l'enclos du fond la semaine précédente. C'était tout. Elle avait 6 vaches, une petite maison qu'elle avait conservée après le divorce, un prêt bancaire qui ne diminuait pas d'un iota et un budget de fonctionnement oscillant entre prudence et désespoir. Les taureaux de bonne qualité vendus lors de ces ventes partaient à 4 000 $ au bas de l'échelle, parfois jusqu'à 12 000 $ si le pedigree était solide et si l'éleveur qui les vendait avait une bonne réputation. Tout cela n'appartenait pas à l'univers de Mara et elle le savait. Elle trouva son foin, elle trouva l'abreuvoir et elle était en train de charger sa remorque lorsqu'elle entendit la voix de Caleb Dorsey fendre le parc avec cette énergie particulièrement monotone que prennent les voix des commissaires-priseurs lorsqu'ils sont à court d'enthousiasme. L'animal qu'on amenait alors dans le ring était un croisement entre un Angus rouge et un Hereford, âgé d'environ 2 ans, et il avait l'air d'une bête dont le comté s'était déjà désintéressé. Ses côtes transparaissaient à travers un pelage qui avait perdu son éclat depuis des semaines. Une oreille était déchirée à la suite d'un ancien accrochage à une clôture. Il n'avait aucun document administratif digne de ce nom. Son ancien propriétaire était un éleveur du nom de Frank Tilden, un homme âgé qui avait été victime d'un AVC l'hiver précédent. Et lorsque sa famille avait mis l'exploitation en liquidation, les dossiers s'étaient perdus et les animaux avaient été triés à la hâte et à bas prix. Copper, comme Mara l'appellerait plus tard, s'était tout simplement retrouvé au bas de la liste des priorités de quelqu'un d'autre. Caleb ouvrit les enchères à 500. Personne ne réagit. Il descendit à 300. Toujours rien. 200. 100. Un silence particulier s'était installé dans la grange. Cela signifiait que les gens attendaient que la plaisanterie se termine. C'est Sterling Whitmore qui fit la remarque qui allait marquer les esprits. Il était assis avec un groupe de grands exploitants. Des hommes qui géraient des exploitations s'étendant sur des milliers d'acres, et non sur quelques dizaines. Et il dit assez fort pour que tout le monde autour de lui l'entende, que le coût du transport de cet animal vers un abattoir serait probablement plus élevé que tout ce que l'on pourrait récupérer de sa vente. Les hommes autour de lui ont ri. Quelqu'un a acquiescé. Caleb semblait un peu soulagé que quelqu'un ait enfin exprimé ce que tout le monde pensait. Mara ne riait pas. Elle se tenait près de la barrière et observait le taureau bouger. Il ne boitait pas. C'était la première chose à noter. Un taureau aussi maigre, debout dans un enclos rempli d'animaux en meilleure santé, au milieu du bruit et de l'odeur d'une grange bondée. Certains animaux font les 100 pas, d'autres présentent du blanc autour des yeux, d'autres refusaient de se calmer. Celui-ci restait immobile et la regardait avec une sorte de patience. Elle avait passé des années à travailler aux côtés d'un vétérinaire spécialisé dans le bétail avant son mariage, avant le ranch, avant tout cela. Et elle avait appris très tôt qu'on pouvait en dire long sur l'avenir physique d'un animal en observant les parties qui ne changeaient pas en fonction des circonstances. Les pattes étaient droites,
Les sabots étaient en assez bon état malgré la négligence. Les épaules et les hanches étaient bien proportionnées. Les problèmes qu'elle pouvait constater, son poids, son pelage, l'état de délabrement général dans lequel il se trouvait, semblaient résulter d'une période de privation alimentaire, et non d'une mauvaise constitution génétique. Elle avait une question précise en tête. Elle se pencha vers un employé de l'élevage près du portail et lui posa 3 questions. Le taureau mangeait-il normalement quand il avait de la nourriture à disposition? Avait-il déjà présenté des troubles respiratoires? Et quelqu'un savait-il quelque chose au sujet de l'ancien propriétaire? L'employé répondit par l'affirmative. Il mangeait bien, aucun problème pulmonaire connu. Et l'ancien propriétaire était Frank Tilden, près de Dunor, un bon éleveur. Il n'avait simplement pas pu continuer à faire tourner son exploitation après son AVC. Sterling Whitmore, qui observait Mara avec le léger amusement de quelqu'un qui trouve les personnes de petite taille divertissantes, lança par-dessus la barrière. « Mara, si cet animal valait la peine d'être sauvé, ne penses-tu pas que l'un des 50 éleveurs présents dans cette salle l'aurait remarqué ?» C'était le genre de remarque qui semble être une question raisonnable jusqu'à ce qu'on se rende compte que ce n'en est pas une du tout. C'est un verdict déguisé en logique. Mara le regarda un instant. Puis elle releva son enchère et annonça 50 $. Caleb Dorsey cligna des yeux. Il lui demanda si elle était sûre. Elle était sûre. Personne n'enchaîna. Le marteau tomba et Copper appartint à Mara Keene pour le prix d'un bon dîner en ville. Alors qu'elle conduisait le taureau vers sa remorque, une voix quelque part derrière elle s'exprima assez fort pour être entendue. Le Keene Ranch vient de passer de 6 vaches à 6 vaches et une facture de vétérinaire. Elle entendit chaque mot. Elle continua d'avancer. Avant de le faire monter, elle s'arrêta un instant et passa sa main sur son omoplate, et elle sentit ce qu'elle avait soupçonné depuis la barrière. La structure osseuse sous toute cette masse musculaire atrophiée était profonde et large. Le genre de charpente qui ne venait pas d'une bonne alimentation. Elle venait d'un bon élevage. Peut-être, pensa-t-elle. Juste peut-être qu'il n'est pas ce qu'il croit qu'il est. Mara en avait appris suffisamment sur la nutrition et la récupération au cours de ces années passées, aux côtés du Dr. Everett Shaw, ce même vétérinaire qui l'avait employé avant qu'elle n'ait son propre ranch dont s'occuper. Assez pour savoir qu'on ne remettait pas sur pied un animal affamé en le suralimentant. Le système digestif avait besoin de temps pour se reconstruire. La flore intestinale devait être réhabituée progressivement à de véritables volumes alimentaires. Elle avait vu des gens bien intentionnés perdre des animaux qu'ils auraient pu sauver simplement parce qu'ils avaient introduit trop de céréales, trop vite, dans un organisme qui n'y était pas prêt. Elle avait observé Everett gérer des cas comme celui-ci à la clinique. Un éleveur amenait un animal retrouvé affalé dans un enclos sec, les côtes saillantes, et l'instinct de tout le monde dans la pièce était de noyer le problème sous la nourriture le plus vite possible. L'animal avait l'air affamé, alors on le nourrissait, mais l'intestin d'un animal gravement affaibli n'était plus le même qu'à l'état normal. Une suralimentation trop précoce pouvait déclencher une insuffisance digestive. Elle avait déjà vu cela se produire, et elle n'allait pas laisser cela se reproduire ici. Ainsi, lorsque Copper est arrivé chez elle, les 2 premières semaines ont été modérées. De l'eau propre disponible en permanence, un protocole de vermifugation, une supplémentation en minéraux à des doses modérées, et du foin d'herbe de bonne qualité, donné en quantité qui ne risquait pas de le surcharger. Elle a examiné ses sabots comme il se doit pour la première fois, et les a trouvés en meilleur état qu'elle ne s'y attendait. Elle a surveillé sa température chaque matin. Elle a observé sa respiration. Elle a noté comment il se déplaçait dans l'enclos, s'il montrait des signes de raideur ou s'il boitait, comment il réagissait à sa présence. Il était calme, d'un calme inhabituel pour un jeune taureau qui avait passé les derniers mois dans des conditions de plus en plus précaires. Everett Shaw est venu 10 jours après l'achat. Âgé de 61 ans, il travaillait avec le bétail dans ce comté depuis près de 30 ans. Et ce n'était pas un homme qui se laissait facilement emporter par l'optimisme. Il a examiné Copper de fond en comble. Bouche, yeux, pattes, articulations, pelage, poids, respiration. Une fois son examen terminé, il se tourna vers Mara et lui dit, sans méchanceté, que ces 50 $ risquaient fort de se transformer en 1500 $ de frais vétérinaires si elle ne faisait pas attention à ce qu'elle espérait. Mara répondit qu'elle comprenait. Everett poursuivit son examen et constata, à sa grande surprise,
qu'il n'y avait pas de lésions internes significatives, aucun signe de maladie respiratoire chronique, ni d'anomalie structurelle au niveau des articulations ou de la colonne vertébrale. Les problèmes étaient bien réels, mais ils étaient dus à une faim prolongée, et non à des anomalies génétiques. Mara l'interrogea sur les antécédents de reproduction, et Everett confirma ce qu'avait dit l'ouvrier de la ferme. Frank Tilden avait été un éleveur consciencieux qui avait sélectionné son cheptel reproducteur avec soin. Le taureau n'avait tout simplement jamais été évalué officiellement, car l'exploitation de Tilden avait fait faillite avant que cette étape n'ait pu être franchie. Copper n'avait pas échoué à un examen d'aptitude à la reproduction. Il n'en avait tout simplement jamais subi. Au bout de 6 semaines, le changement était visible pour quiconque prenait le temps de l'observer. Ses côtes se remplissaient. Son pelage commençait à prendre cet éclat cuivré rougeâtre qui finirait par lui donner son nom. Ses épaules s'épaississaient. Il se tenait différemment, non pas avec agressivité, mais avec une sorte de présence sereine qui se distingue de la passivité. Il n'était pas encore un animal à part entière. Il était encore en convalescence. Mais Mara voyait quelque chose se dessiner, et elle le reconnaissait. Elle avait vu suffisamment de bétail au cours de ses années à la clinique pour comprendre que ce pourquoi les gens payaient chez un bovin relevait en partie véritablement de la génétique et en partie simplement de l'avantage d'un animal qui avait été correctement entretenu dès le début. Copper lui montrait le premier cas. Au bout de 6 semaines, elle prit une décision à laquelle Everett Shaw ne s'attendait pas tout à fait. Elle lui demanda de programmer un examen complet d'aptitude à la reproduction. Everett la regarda par-dessus la barrière et lui demanda, avec une curiosité sincère, plutôt que de la condescendance, si elle comptait vraiment utiliser Copper comme taureau reproducteur. Mara répondit que non. Elle expliqua qu'elle comptait découvrir s'il en était un. La distinction était minime en mots, mais significative à tous les autres égards. C'était ainsi qu'elle abordait la plupart des choses. Non pas ce qu'elle souhaitait voir se réaliser, mais ce que les preuves lui révélaient réellement. Les résultats arrivèrent 10 jours plus tard. Everett les lut, puis il les relut. Il posa les documents sur le capot de son pick-up et regarda Mara longuement. « Combien as-tu payé pour cet animal ?»« $50, répondit-elle. Il resta silencieux quelques secondes, puis il dit qu'il devrait probablement discuter de ce qu'elle comptait faire ensuite. Les résultats de l'examen de fertilité n'étaient pas miraculeux. Mara ne les avait jamais qualifiés de miraculeux, et Everett Shaw n'aurait pas laissé passer une telle formulation si elle avait tenté de le faire. Ce qu'il révélait, c'était un animal qui s'était rétabli à un niveau fonctionnel bien supérieur à ce que le sale barn avait laissé entendre comme étant possible. La motilité était bonne. La morphologie se situait dans une fourchette acceptable pour une utilisation active en reproduction. L'examen physique ne révéla aucune anomalie testiculaire. L'état des pattes et des sabots que Mara avait évalué depuis la barrière fut confirmé en termes cliniques appropriés. Structurellement solide, aucun signe de faiblesse héréditaire susceptible de compromettre sa longévité. Everett rédigea l'évaluation avec la prudence d'un homme qui avait déjà été surpris par le passé et qui n'avait pas l'intention d'exagérer. Mais le chiffre figurant au bas de l'évaluation était sans équivoque. Copper était un taureau reproducteur viable, pas un champion, pas un reproducteur confirmé, mais un taureau en bonne santé, structurellement solide, fonctionnellement apte, et pour l'instant, le seul que Mara possédait. Elle n'appela pas l'association des éleveurs du comté de Callaway. Elle ne publia rien. Elle n'en parla qu'à 2 personnes. Everett, qui était déjà au courant, et sa voisine Frances, qui possédait son propre petit troupeau et avait observé le rétablissement de Copper avec un intérêt discret depuis l'autre côté de la clôture. Mara se contenta d'attendre la saison de reproduction et laissa Copper rejoindre ses 6 vaches. Pendant ce temps, Sterling Whitmore vivait un printemps nettement plus coûteux. Il avait acheté 2 nouveaux taureaux pour le Whitmore Crown Ranch pour un coût total d'un peu plus de $40 000. Des animaux enregistrés avec un pedigree complet, des données APDS documentées et des photos dans le catalogue de vente. C'était le genre d'achat qu'un ranch de son envergure effectuait tout naturellement, et il l'avait fait avec l'assurance d'un homme qui n'avait jamais été contraint de douter de son propre jugement sur ces questions. Mara croisa Sterling au magasin d'alimentation animale en ville, environ 6 semaines après le début de la saison de reproduction. Il avait entendu dire «
par le biais du réseau informel de personnes qui s'intéressaient à ce genre de choses, qu'elle utilisait Copper comme taureau reproducteur. Il avait vu une photo sur le téléphone d'un employé du magasin, quelqu'un qui s'était arrêté au ranch, et avait été surpris de voir à quel point le taureau avait changé. Sterling l'étudia un instant avant de dire, avec l'aisance d'un homme habitué à donner des conseils gratuits à ceux qu'il juge inférieurs à son expertise, le fait de nourrir correctement un animal ne transforme pas son patrimoine génétique. C'était une remarque qui semblait raisonnable. C'était aussi une façon de lui faire comprendre que ce qu'elle avait fait relevait de la gestion courante et non d'un jugement de valeur. Mara le regarda et répondit d'un ton tout aussi posé. « Oui, c'est vrai. Mais la malnutrition ne transforme pas non plus de bons gènes en mauvais. » C'était la première fois qu'elle le contredisait directement, et elle l'avait fait sans élever la voix ni prolonger la conversation. Sterling n'avait rien à répondre, ce qui le dérangeait plus qu'il ne le laissait paraître. 2 mois après le début de la saison de reproduction, Everett vint inspecter les vaches. 5 des 6 vaches étaient confirmées gestantes dès le premier cycle. La 6e le fut peu après. Pour un taureau qui avait été publiquement écarté car jugé ne pas valoir le coût de son transport, un taux de conception de 6 sur 6 en une seule saison de reproduction était un chiffre qu'Everett nota soigneusement sans en faire tout un plat, car il n'était pas du genre à dramatiser. Mace Wade Hollister, qui dirigeait le programme d'élevage au Whitmore Crown Ranch et était le genre de professionnel attentif aux chiffres, quelle que soit leur source, eut vent de ce résultat lorsque Everett l'évoqua discrètement lors d'une réunion vétérinaire du comté. Wade commença à poser des questions sur les antécédents de Copper. Lorsque Wade aborda le sujet, Sterling répondit que 6 vaches ne constituaient pas un échantillon suffisant pour prouver quoi que ce soit quant à la valeur d'un taureau. Et sur ce point technique précis, Sterling avait raison. Un échantillon de 6 vaches donnait des indications, mais pas toutes. Mara le savait aussi. Elle n'était pas prête à tirer des conclusions. Elle collectait des données. Ce à quoi ni Sterling, ni la plupart des autres éleveurs du comté ne prêtaient encore attention, c'étaient les prévisions météorologiques. Car ce qui allait finalement faire que la combinaison spécifique de caractéristiques de Copper aurait de l'importance au-delà des petites clôtures de Mara, ce n'était pas un bilan de reproduction. C'était ce qui arrivait de l'Ouest. La sécheresse s'installa, comme le font les sécheresses dans cette région du pays. Pas d'un seul coup, mais par un resserrement progressif. Le mois d'avril fut sec. Le mois de mai fut encore plus sec. À la fin du mois de juin, le ruisseau qui coulait à la lisière et de la propriété de Mara s'était réduit à un filet d'eau, et les pâturages qui auraient dû être d'un vert profond commençaient à prendre la couleur pâle et épuisée de l'herbe qui a baissé les bras. Le sol le long des clôtures se fissurait sous l'effet de la chaleur, et une poussière fine et rouge s'élevait dès que quelque chose se déplaçait sur le terrain nu. La température dépassa les 100 degrés et s'y maintint pendant plusieurs jours d'affilée. Les avis de canicule émanaient du service météorologique régional avec une fréquence croissante. Les éleveurs de 3 comtés déposèrent des demandes d'aide alimentaire d'urgence. Le magasin d'alimentation animale de la ville épuisa 2 fois son stock habituel de foin au cours du même mois et commença à rationner les commandes d'urgence destinées aux petits acheteurs. Et dans tout le comté, les conversations dans chaque magasin d'alimentation animale, à chaque barrière, lors de chaque rassemblement matinal au restaurant de la ville, tournaient autour du même sujet. Combien de temps cela allait-il durer et combien cela allait-il coûter pour tenir le coup? Les grandes exploitations disposaient de ressources financières dont Mara ne disposait pas. Sterling Whitmore pouvait se permettre d'acheter du foin acheminé par camion depuis le Montana et l'Idaho, voire depuis le Kansas si nécessaire. Il disposait du capital nécessaire pour absorber ses coûts, ce qui n'était pas le cas d'un ranch de 46 acres dont le solde de prêt était modeste. Mais l'argent, comme Wade Hollister le notait discrètement dans ses rapports de gestion cet été-là, ne résolvait pas tous les problèmes liés à une chaleur extrême prolongée. Les 2 taureaux que Sterling avait achetés au printemps, tous 2 d'excellente qualité, coûteux et issus de lignées solides, montraient des signes de stress dus aux températures dans leurs conditions physiques. L'un d'eux, après une période particulièrement brutale de plusieurs jours consécutifs à plus de 100 degrés, revint avec un résultat d'évaluation de la fertilité nettement inférieur à la valeur de référence indiquée dans ses documents d'achat.
Les taureaux reproducteurs n'étaient pas des machines, et l'impact du stress thermique sur la fonction reproductive était un phénomène documenté et bien compris. Les taureaux de Sterling n'étaient pas les seuls à rencontrer des difficultés. Ce qui était inhabituel, c'est que Copper n'en souffrait pas. Mara l'avait remarqué avant même que cela ne devienne un enjeu de gestion. Elle observa la façon dont Copper utilisait le pâturage pendant la canicule, non pas comme se déplacent les animaux en situation de stress, de manière réactive et agitée, mais avec ce qu'elle ne pouvait décrire que comme de l'efficacité. Il trouvait de l'ombre avant les heures les plus chaudes. Il adaptait ses déplacements et son pâturage aux moments les plus frais de la journée sans qu'on le lui ait appris. Il buvait de manière réfléchie plutôt que sans arrêt. Son état corporel, déjà modeste selon les normes des taureaux de ranch bien entretenus, resta plus stable pendant les semaines de sécheresse qu'elle ne l'avait prévu. Il n'avait pas perdu la masse musculaire qu'elle s'était efforcée de lui faire regagner tout au long de l'hiver et du printemps. Elle en fit part à Everett lors d'une de ses visites. Et Everett, qui avait d'abord été sceptique et devenait peu à peu un adepte prudent, lui expliqua que la tolérance à la chaleur chez les bovins dépendait en partie de la gestion et en partie de l'animal lui-même, et que ce qu'elle décrivait semblait relever de cette dernière catégorie. Il procéda à une nouvelle évaluation. Les résultats se sont confirmés. Copper, en plein cœur du pire été que le comté ait connu depuis des années, restait un taureau fonctionnel, en bonne santé et apte à la reproduction. Mara ne dépensait pas d'argent qu'elle n'avait pas pour faire face à la sécheresse. Elle divisa le pâturage en petites parcelles de rotation et y fit passer le bétail selon un calendrier qui maximisait le temps de régénération de l'herbe et minimisait le surpâturage. Elle répara une vieille citerne située à l'arrière de la propriété, qui n'avait pas servi depuis des années. Elle vendit un équipement auquel elle tenait plus par attachement sentimental que par nécessité. Elle réduisit le gaspillage là où elle le pouvait et géra les stocks d'aliments avec une rigueur dont les grandes exploitations n'avaient pas à se soucier, car elle disposait du capital nécessaire pour absorber les inefficacités. Sterling Whitmore, observant ces dispositions de loin, les qualifia un jour de « petites astuces de ranch », le genre de choses que l'on faisait quand on n'avait pas les moyens de s'offrir de vraies solutions. Il n'avait pas tout à fait tort de dire que ces méthodes naissaient de la contrainte. Il avait tout à fait tort de penser que contrainte rimait avec incompétence. Le moment qui a changé la donne s'est pratiquement produit en silence. Un éleveur nommé Gavin Rusk, qui exploitait environ 300 vaches sur une propriété adjacente au Whitmore Range, a perdu son taureau reproducteur à cause d'une blessure à la patte en plein milieu de la saison. Le moment était mal choisi. La fenêtre pour confirmer la gestation des vaches avant la fin de la saison était étroite, et faire venir un taureau de remplacement d'un autre État, avec tous les documents administratifs, les certificats sanitaires et les contrôles de compatibilité requis, risquait de prendre plus de temps que Gavin n'en disposait. Il avait entendu parler du cuivre. Il se rendit chez les Keane un mardi après-midi et demanda à Mara, avec la franchise d'un homme qui n'aime pas demander quoi que ce soit, mais qui n'a plus d'autre choix, si elle accepterait un contrat de location à court terme. Mara répondit qu'elle allait y réfléchir. Elle demanda d'abord à consulter les dossiers sanitaires du troupeau. Gavin eut l'air légèrement surpris. Il n'avait pas l'habitude d'être passé au crible par une éleveuse qui possédait moins de vaches que lui, mais il apporta les dossiers et tout était en règle. Mara rédigea un accord écrit simple, précisant les modalités, la date de restitution et les conditions dans lesquelles elle pourrait mettre fin prématurément à l'accord. Gavin le signa. Mara lui a facturé 600 $ pour l'utilisation de son taureau à 50 $. C'était la première fois que Copper rapportait de l'argent en dehors de son propre ranch. Ce ne serait pas la dernière. Les veaux ont commencé à naître environ 10 mois après le jour où Mara avait chargé Copper dans sa remorque, au fond d'une salle des ventes animées. Le délai était normal. La gestation est ce qu'elle est, mais la qualité de la progéniture n'était pas celle à laquelle les gens s'attendaient de l'expérience du taureau à 50 $. Mara n'avait fait aucune promesse. Elle n'avait pas passé son temps à appeler tout le comté pour dire aux gens à quoi s'attendre. Elle disposait simplement de données. Et les données ont tendance à circuler dans une communauté d'éleveurs où chaque poids à la naissance, chaque difficulté de vélage et chaque gain de poids sur 60 jours font partie de ces informations qui se transmettent entre voisins, dans les magasins d'alimentation animale et lors des réunions mensuelles d'éleveurs, que quelqu'un les annonce officiellement ou non. Ce que montrait le veau n'avait rien d'extraordinaire en soi.
Aucun veau n'était né en pesant le double de ce qu'il aurait dû. Aucun animal ne semblait défier les lois de la biologie. Ce qui a frappé les observateurs attentifs, c'était la régularité. Les poids à la naissance étaient modérés et les mises bas se déroulaient sans complications. Mara n'avait connu aucun vélage difficile cette saison-là, ce qui signifiait que ses vaches n'étaient pas mises à rude épreuve par des veaux surdimensionnés issus d'un taureau à la musculature imposante. Les veaux se mettaient rapidement debout. Leurs pattes étaient droites dès le premier jour. Leur prise de poids au cours des semaines suivantes était solide, même avec les ressources alimentaires limitées disponibles pendant la sécheresse, ce qui constituait en soi une preuve de l'efficacité de leur métabolisme. Everett Shaw consignait tout cela. Il avait l'habitude de tout documenter, ce que Mara appréciait, et elle tenait ses propres registres parallèles depuis le jour où Copper était arrivé. Les notes d'état corporel à intervalles réguliers, les quantités et les coûts d'alimentation, les relevés de température, les résultats complets de chaque examen vétérinaire, les dates de saillie et de confirmation pour chaque vache, et désormais les poids à la naissance et les indicateurs de développement précoce pour chaque veau. C'était un tableau complet, pas un simple best-of. Gavin Rusk fit savoir à Mara que le taux de conception au sein du groupe de vaches qu'il avait fait saillir par Copper était élevé, supérieur aux chiffres de la saison précédente obtenus avec son taureau d'origine, qui avait pourtant coûté nettement plus cher. Il ne s'en vanta pas, mais il le dit sans détour, ce qui correspondait à la manière dont Gavin communiquait la plupart du temps. Peu après, 2 autres éleveurs vinrent voir Mara pour lui poser discrètement des questions. Elle leur imposa les mêmes conditions à chacun. Un examen vétérinaire du troupeau avant qu'elle n'accepte, une limite claire du nombre de vaches dans le groupe de reproduction, une période de repos garantie pour Copper entre 2 locations, un contrat écrit et une interdiction formelle pour le locataire de sous-traiter Copper à quiconque. Elle ne protégeait pas un trophée, elle gérait un animal de travail et un accord commercial, et les conditions reflétaient cela. Sterling Whitmore prit conscience de cette tendance qui se dessinait lors d'une réunion de l'Association des éleveurs du comté de Callaway, début septembre. Il avait suivi la situation de Copper avec ce genre d'attention particulière qui relève en réalité d'un certain malaise. Il en prenait note, n'y prêtait pas attention, cherchant la faille dans le récit qui lui permettrait de revenir à sa conclusion initiale. Lors de la réunion, il a déclaré publiquement devant l'Assemblée qu'une demi-douzaine de veaux en bonne santé ne constituait pas un programme d'élevage et que l'élevage reposait sur des registres et une génétique éprouvée plutôt que sur des récits concernant des animaux improbables. C'était la remarque la plus incisive qu'il ait formulée directement au sujet de la situation de Mara, et elle a résonné dans la salle avec le poids de quelqu'un s'exprimant avec autorité. Plusieurs personnes ont acquiescé. Mara était assise tout au fond de la salle. Elle l'a laissé terminer. Puis elle ouvrit un dossier qu'elle avait apporté avec elle et le posa sur la table sans se lever, sans élever la voix, sans demander la parole. Elle disposait de 12 mois de documentation, indice d'état corporel, résultats de reproduction, évaluation vétérinaire à plusieurs étapes, données sur les vélages, chiffres de consommation alimentaire par rapport au rendement, ainsi que les observations sur les performances pendant la saison de chaleur qu'Everett avait vérifiées et signées. Elle déclara simplement qu'elle, aussi, aimait les données. Un silence s'installa dans la salle, d'une manière différente de celui qui régnait dans la salle des ventes. Sterling examina les chiffres posés sur la table. Wade Hollister, assis 2 sièges plus loin, regarda les mêmes chiffres et comprit, avec la lucidité propre à celui qui gère effectivement les décisions d'élevage pour gagner sa vie, qu'il ne s'agissait pas d'une histoire de chance. Les données étaient trop cohérentes et trop précises pour être le fruit du hasard. Il comprit également autre chose. La documentation sur les performances pendant la saison de reproduction que Mara avait jointe était directement liée à un problème que le Whitmore Crown Ranch tentait actuellement de résoudre. Le lendemain matin, une camionnette arborant le logo du Whitmore Crown Ranch sur la portière s'arrêta devant le portail de Mara. La personne qui en descendit n'était pas Sterling. C'était Wade Hollister. Il se dirigea vers l'endroit où Mara travaillait près de la clôture et lui demanda sans préambule si le taureau Copper était à vendre. Mara répondit que non. Wade acquiesça d'un signe de tête et repartit. La pression sur le Whitmore Crown Ranch continua de s'intensifier pendant le reste de la saison.
Sterling disposait d'un groupe de vaches de grande valeur, des animaux qu'il avait sélectionnés et pour lesquels il avait déboursé des sommes importantes au fil des années. Il s'agissait du cœur de son programme d'élevage, qui avait besoin d'un taureau fiable avant que la fenêtre ne se referme. Ces deux achats importants du printemps n'étaient pas à écarter, mais l'un d'entre eux n'avait pas retrouvé les indices de fertilité requis par Sterling pour ce groupe particulier de vaches, et la saison des chaleurs avait créé un problème de calendrier que l'argent seul ne pouvait pas facilement résoudre. Wade a présenté clairement cette analyse lors d'une réunion de direction. La solution la plus rapide et la mieux étayée par des données disponibles dans la région immédiate était Copper, dont les performances dans les conditions de chaleur exactes qu'il venait de connaître avaient été documentées et vérifiées. Sterling a refusé. Il a demandé à Wade de contacter des éleveurs dans 3 autres États. Wade a passé les appels. Il a trouvé des options. Aucune d'entre elles n'était à la fois disponible rapidement et dont l'adaptation à la chaleur était vérifiable à l'aide du type de données concrètes que Mara avait rassemblées. Les résultats obtenus dans des climats plus frais et sous des conditions d'élevage différentes n'étaient pas comparables aux performances observées dans les circonstances spécifiques auxquelles le Whitmore Crown Ranch était confronté à ce moment-là. Certaines options étaient trop coûteuses. D'autres auraient nécessité des certificats sanitaires et des périodes de quarantaine qui auraient épuisé la période de reproduction restante. Sterling n'avait pas l'habitude de se retrouver dans une situation où la solution dont il avait besoin ne se résumait pas simplement à signer un chèque. C'était une sensation inhabituelle qui le rendait irritable d'une manière que Wade, fort d'une décennie passée à travailler pour cet homme, avait appris à simplement laisser passer. Tandis que Sterling épuisait ses alternatives, d'autres éleveurs avaient trouvé le chemin jusqu'au portail de Mara. L'un d'entre eux était un homme qui s'était tenu près de Sterling lors de la vente aux enchères initiales et qui avait ri avec tout le monde. Il se tenait désormais à l'extérieur de la clôture de Mara, avec une attitude respectueuse mais légèrement mal à l'aise, et lui demanda quelles étaient ses disponibilités pour la prochaine saison de reproduction. Mara ne lui rappela pas ce rire. Elle ne lui demanda pas de s'en expliquer. Elle lui tint le même discours professionnel qu'à tous les autres, ce qu'elle exigeait, ce qu'elle facturait, quelles étaient les conditions, et quand elle pourrait être disponible. Elle n'avait pas de rancune. Elle dirigeait une entreprise. Un éleveur venu d'un autre comté, qui avait suivi l'évolution du cours du cuivre grâce au réseau commun des professionnels régionaux de l'élevage, fit à Mara une offre de 18 000 $. Elle la refusa. Il revint à 25 000 $. Elle refusa également. La nouvelle parvint rapidement à Sterling Whitmore, car dans une petite communauté d'éleveurs, les informations circulent sans qu'il soit nécessaire de les transmettre. Il prit conscience que le taureau à 50 $, qu'il avait publiquement rayé de ses comptes, faisait désormais l'objet d'une offre à 25 000 $ et avait été refusé à 2 reprises par la femme à qui il avait autrefois suggéré de s'en tenir à l'achat de foin. Il n'en dit mot à personne. Ce silence en disait long. Sterling finit par se rendre lui-même au Ranch Keene. Il arriva seul dans son pick-up, sans équipe, par un après-midi de semaine tout à fait ordinaire. Le véhicule valait plus que la plupart des équipements de Mara réunis. Il s'arrêta devant la petite maison et attendit. Mara sortit par le côté de la grange, en s'essuyant les mains, sans se presser particulièrement. Sans préambule, il lui dit « J'ai besoin du taureau ». Elle le regarda. Il se corrigea. « J'ai besoin de louer votre taureau ». Elle se tenait dans la cour, entre la maison et la clôture, la lumière de l'après-midi dans son dos, avec la même expression qu'elle avait eue devant la barrière de la salle des ventes. Ni triomphante, ni froide, juste attentive, et elle lui demanda de lui envoyer les dossiers sanitaires de son troupeau avant de discuter des chiffres. Le visage de Sterling refléta une émotion complexe lorsque Mara formula sa demande. Il n'avait pas l'habitude de fournir des documents à un éleveur dont l'ensemble de la propriété aurait facilement tenu dans un coin de son exploitation pastorale. Il répondit avec la franchise d'un homme habitué à dicter ses conditions qu'il pourrait acheter 3 autres taureaux avec l'argent qu'il était prêt à offrir. Mara répondit avec le même calme qu'elle affichait dans la plupart des situations. Alors qu'il achète 3 autres taureaux. Il y eut un silence. Tous deux comprenaient ce que cela signifiait réellement. Sterling avait déjà tenté cette approche. Il avait passé 2 semaines et passé un temps considérable au téléphone à chercher une alternative. Et s'il se trouvait dans la cour de Marin, c'était parce qu'aucune alternative n'existait, ni à la rapidité,
ni à la qualité, ni au niveau de performance vérifié que sa situation exigeait. Pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, le temps n'était pas un facteur neutre. Il jouait contre Sterling Whitmore et en faveur d'une femme possédant 46 acres et un taureau autrefois affamé qu'elle avait acheté pour 50 $. Il envoya les dossiers. Mara les examina avec Everett. Elle fixa ses conditions de la même manière qu'elle l'avait fait pour tous ses autres accords. Protocole de dépistage vétérinaire, nombre défini de vaches, programme de repos, contrat écrit, pas de réaffectation. Elle n'a pas gonflé son prix pour en faire une punition. Elle a facturé ce qu'elle facturait à ses autres clients, en l'ajustant à l'échelle de l'exploitation des Whitmore. C'était un accord équitable, et elle l'a proposé à Sterling comme tel, et non comme une revanche sur l'humiliation subie. Ce qui a en réalité coûté plus cher à Sterling que le loyer. Ce qu'il n'avait aucun moyen de comptabiliser dans un bilan, c'était l'expérience d'être évalué et approuvé sous condition par quelqu'un qui l'avait écarté. Avant de finaliser les formalités administratives, il se tint près de la clôture et regarda Copper longuement. Au cours du mois qui s'était écoulé depuis la vente aux enchères, le taureau s'était étoffé jusqu'à ne plus ressembler en rien à l'animal qui s'était tenu dans ce ring, les côtes saillantes. « Sterling », se dit-il presque à lui-même. « 50 $. Mara le confirma. « 50 ». Il lui demanda ce qu'elle avait vu que les autres avaient manqué. Elle resta silencieuse un instant, puis elle lui donna la réponse la plus honnête qu'elle puisse donner. Elle ne savait pas. Elle avait vérifié. C'était tout. Ce n'était pas un don, ni un instinct particulier dont les autres étaient dépourvus, ni un secret que l'on pourrait mettre en bouteille et vendre. Elle s'était rendue près de la barrière, avait posé des questions précises et avait examiné les parties de l'animal qui ne mentent pas, contrairement à ce que peuvent laisser croire un pelage clairsemé et des côtes saillantes. Et elle avait refusé de laisser le fait que 50 éleveurs expérimentés étaient déjà passés devant l'enclos se substituer à sa propre évaluation. Copper passa la période convenue au Whitmore Crown Ranch. Les résultats de reproduction répondirent aux exigences de Sterling. Il ne perdit pas la saison avec le groupe de grande valeur dont il s'était inquiété. Wade remit son rapport avec la satisfaction tranquille d'un homme qui avait eu raison sur un point que son employeur avait initialement rejeté. Lors de la vente aux enchères de l'année suivante, celle-là même du comté de Callaway, où Mara avait acheté un taureau à 50 $ dans une salle de vente silencieuse, elle entra par l'entrée principale et n'avait franchi la porte que depuis environ 45 secondes lorsqu'un premier éleveur l'arrêta pour lui demander si Copper était disponible pour la saison à venir. Un deuxième éleveur suivit. Des personnes qui s'étaient rendues dans cette grange l'année précédente faisaient désormais la queue, non pas pour du foin ou des abreuvoirs d'occasion, mais pour obtenir un créneau dans le planning d'un animal sur lequel elles avaient autrefois refusé d'enchérir à 50 $. Sterling Whitmore se tenait de l'autre côté de la salle. Il ne se joignit pas à la conversation. Caleb Dorsey, qui avait laissé tomber cette vente à laquelle personne ne voulait participer, croisa le regard de Mara depuis l'autre bout de la salle, lui sourit et lui dit qu'il semblait que le taureau à 50 $ avait finalement couvert ses frais de transport. Mara l'avait déjà répété plusieurs centaines de fois. Elle n'était pas cruelle. C'était simplement la vérité. Mara n'a jamais vendu de cuivre. Les offres continuaient d'affluer à des montants qui auraient changé sa vie un an plus tôt, et elle les examinait toutes avec le même soin méthodique qu'elle apportait à tout le reste, avant de les refuser toutes. Cet animal n'était pas devenu pour elle un monument ni un symbole. C'était un taureau de travail dans un ranch en activité, et sa valeur pour le Keene Ranch, en tant que source de revenus régulière et fondement du programme d'élevage qu'elle mettait en place, dépassait largement ce que n'importe quelle vente unique aurait pu rapporter. Ce qu'elle fit avec l'argent provenant des contrats de location n'avait rien d'extraordinaire. Elle répara le système d'adduction d'eau qui tenait tant bien que mal depuis 3 ans grâce à de vieux raccords et à son optimisme. Elle reconstitua la réserve de foin à un niveau lui évitant de se retrouver à nouveau dans l'urgence si une saison sèche survenait prématurément. Elle remplaça les clôtures du pâturage est. Elle investit dans un petit troupeau de vaches, mais de meilleure qualité, afin d'offrir à Copper un cheptel de base plus adapté avec lequel travailler. Rien de tout cela ne la rendit riche. Mais tout cela permit au ranch de rester solvable, ce qui était une autre affaire et, pour l'instant, plus important. Elle adoptait également une approche plus réfléchie avec les veaux, les meilleurs veaux du troupeau, les femelles. Elle les gardait à l'écart
et les évaluait individuellement avant de décider de les garder ou de les vendre. Elle ne considérait pas que les veaux mâles avaient automatiquement de la valeur simplement en raison de leur père. Chacun était évalué en fonction de sa propre conformation, de ses propres données de gain de poids précoce et de ses caractéristiques individuelles. Quelques-uns étaient exceptionnels. La plupart étaient bons. Elle les vendait en toute transparence, en fournissant la documentation dont elle disposait pour chaque animal, et elle ne les surévaluait pas. La nouvelle s'était répandue dans le réseau régional, comme c'est souvent le cas, et le mot courait que les registres du Keene Ranch étaient fiables. Everett Shaw lui dit un après-midi, adossé à la clôture tandis que les cuivrés paissaient derrière eux, que la chose la plus durable qu'elle ait pu bâtir n'était pas les revenus du bail, ni même la production de veaux. C'était la réputation d'une documentation à laquelle les gens pouvaient se fier. Dans un secteur où les promesses étaient faciles à faire, mais où les preuves étaient plus difficiles à obtenir, un ranch qui présentait son travail de manière cohérente conservait sa valeur plus longtemps que n'importe quel animal pris isolément. Elle réfléchissait également à plus long terme à ce que signifiait construire quelque chose qui dure, plutôt que quelque chose qui impressionne. Les revenus locatifs étaient réels et utiles, mais ils ne constituaient qu'un levier parmi d'autres dans une perspective plus large. Les dossiers d'élevage qu'elle constituait saison après saison étaient le genre d'actifs qui s'accumulaient discrètement. Un ranch disposant de 2 ans de données de performance documentées valait, en termes pratiques, plus qu'un ranch n'en ayant qu'une. 3 ans valaient plus que 2. Elle n'était pas pressée. Elle ne l'avait pas été depuis le jour où elle s'était approchée de la barrière du parc de vente aux enchères et avait posé des questions, alors que tout le monde attendait de partir. Elle comprit que quelque chose avait véritablement changé dans la façon dont on la percevait lors d'un rassemblement de l'Association des éleveurs, vers la fin de l'année. Sterling Whitmore assistait à ce même événement. Il l'avait repérée pendant la partie informelle de la soirée, loin des tables de réunion, et lui avait posé une question, ni rhétorique, ni provocatrice, mais une véritable question professionnelle concernant les reproducteurs tolérants à la chaleur, et pour savoir si elle s'était penchée sur certaines lignées dont on parlait dans la littérature régionale. C'était le genre de conversation qu'il aurait eue avec Wade, avec un vétérinaire ou avec un autre éleveur à grande échelle. Il ne lui présentait pas d'excuses. Il ne faisait aucune référence explicite à la salle des ventes, au magasin d'alimentation animale, ou à la réunion de l'association où il avait publiquement rejeté tout ce qu'elle faisait. Mais il lui demandait son avis sur une question technique et attendait sa réponse. Leur relation ne s'est pas transformée en amitié. Le passé n'avait pas disparu. Mais la façon dont il la regardait, non pas comme la femme aussi vache qui avait pris une mauvaise décision, mais comme une collègue du même secteur, ayant obtenu des résultats qui méritaient d'être compris, était différente. Cela suffisait. Un après-midi d'automne, alors que les pâturages reverdissaient enfin après le retour des pluies, Copper se tenait près de la clôture, baigné par la faible lumière du couchant qui teintait tout de la couleur de son nom. Un camion que Mara ne reconnaissait pas remonta lentement la route et s'arrêta devant le portail. Un éleveur qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant en descendit, un dossier de papier à la main, et se présenta. Il venait d'un comté situé plus à l'ouest, dit-il, et il avait entendu parler de Copper. Il savait qu'il y avait une liste d'attente. On lui avait dit que la première place disponible ne serait pas avant la saison suivante. Il souhaitait simplement inscrire son nom dès maintenant, si c'était encore possible. Mara consulta le carnet de réservation qu'elle avait commencé à tenir, celui qui était presque rempli de noms et de dates bien loin des $50 et d'une enchère silencieuse. Et elle lui répondit, « Oui, vous avez bien entendu. » Elle nota son nom sur la ligne libre suivante. Elle ne dit rien de plus que ce qui était nécessaire. Le travail restait le même, mais le carnet était plein. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'histoires comme celle-ci. Celle où la patience et la volonté de vérifier ce que tout le monde a déjà décidé s'avèrent plus importantes que tout le reste.